Arte Radio. À suivre. Bizarrement, quand j'ai été arrêté, c'était presque comme une satisfaction en disant « Ouf, au moins le compliqué, ça se termine aujourd'hui, quoi. » Là, j'ai une femme et 2 filles et je me fais plus de soucis pour eux que pour moi. Parce que moi, bon, après tout, je savais qu'un jour ou l'autre, j'allais ou me faire tuer ou finir en prison. Mais eux, ils ne méritent pas ça. Eux, ils sont juste là parce que je suis leur mari et leur père. Donc je suis, disons, coupable et responsable de leur détresse, quoi. Le trafiquant. Une série documentaire d'Hugo Lemonnier. Réalisation Charlie Marcelet, Thomas Loupias. Musique originale de Thomas Loupias. Production Arte Radio. Huitième épisode. Je fais 4 jours de garde à vue, on me monte au bomètre, on me met en cellule tout seul, on nous sépare et on nous dit que les parloirs, on ne peut pas nous se retrouver avec un membre de notre affaire au même parloir. Ça, c'est les ordres du juge Michel. Donc les familles dehors sont obligées de décaler les parloirs, il faut qu'il y en ait un qui sorte, l'autre il rentre. Donc j'ai eu la seule fois, dans toute l'histoire des bomètres, des parloirs à 1h du matin, à minuit. Même les matins, ils devenaient fous. Hein. Il faut être fou, il faut s'appeler le juge Michel, pour penser que moi, non, il ne fallait pas que je voie mes complices. Pour ne pas se mettre d'accord pour les déclarations. Si je veux voir quelqu'un au bomètre, je vois qui je veux, quand je veux, comme je veux. C'est ma maison, les bomètres. J'ai fait 7 ans là-bas. Et puis, je connais tout le monde, les matons, tout le monde, je connais. C'est du cinéma à la Michel, parce que c'était un artiste, lui, c'était du cinéma. Bon, le juge Michel, c'était un juge qui s'occupait du grand banditisme et de la drogue. Les autres, c'était des juges qui s'occupaient des braquages, qui s'occupaient des proxénètes, qui s'occupaient d'autres gens. Moi, j'avais la haine après ce juge. Mais cette haine que nous avions, c'est du premier degré. On est des imbéciles. Nous, on faisait une fixation sur ce mec. En vérité, lui ou un autre, c'est pareil. Madame, Monsieur, bonsoir. 24 heures après l'assassinat en pleine rue à Marseille du juge Pierre Michel, les milieux de la magistrature, de la police et aussi les milieux politiques donnent libre cours à leur émotion et à leur indignation. Le 21 octobre 1981, je suis au bomètre et j'apprends la mort du juge Michel. Et donc, il y a un tsunami. Le juge Michel, c'est quand même quelque chose. C'est une exécution. Il y a un tsunami sur le plan du banditisme. Il y a un tsunami même politique, étant donné que Gaston Defferre, il dit nous à Marseille, on est peut-être des voyous, mais on ne tue pas les juges. Et 15 jours après, on tue le juge Michel. C'était ministre de l'Intérieur, Gaston Defferre. D'ailleurs, il a fait que des conneries, celui-là. Bon, le juge Michel, c'est pas tant la mort du juge, parce qu'on avait tué Renaud avant à Lyon. Mais la personne qui a donné l'ordre de tuer ce juge était impliquée dans la même affaire que moi. Et Francis, comme il était descendu plusieurs fois en Italie, ça lui est monté à la tête. Il a cru qu'on pouvait faire comme les Italiens. Les Italiens, ils en ont tué 15 ou 16, de juges, de magistrats, je sais pas quoi. Lui, il a dit, avec cet argent que j'ai gagné, je vais faire comme ils font en Italie. Je vais les affoler. Et là, quand le juge y meurt le 21 octobre 1981, dans le palais, c'était la folie. Les gens, ils couraient dans tous les sens. Il y avait les magistrats qui disaient « Nous, ça va être notre tour dans pas longtemps ». Ils pleuraient, les mecs. Je suis condamné à Marseille à 15 ans d'emprisonnement et 2 ans de contrainte. Là, je me retrouve, disons, encristé d'une manière... je me dis que tout le monde prend 12 ans, 10 ans,
Il n'y a que moi qui prends 15 ans dans cette affaire. Et alors que les autres, ils sont pleins de preuves. Il y a même des gens que je ne connais pas parmi ces 30 personnes. Et ils se sont greffés à moi. Mais dans toute ma vie, j'ai jamais été arrêté avec 1 gramme sur moi. Il n'y a pas grand-chose à me reprocher. Donc, c'est juste sur la personnalité qui me fait le 15. Et là, donc, je suis tenu de faire appel. Je suis obligé de faire appel. Je monte au Baumette, je suis de suite empaqueté, on m'amène au QHS de Toulon. QHS, c'est quartier de haute sécurité. On est 2 au QHS. Il y a Tommy Reco, un assassin corse qui a tué 7 personnes, 2 fois perpète, et moi. C'est pire que le cachot des Baumettes. C'est un endroit, il y a le lit est en pierre, les toilettes c'est un trou, il n'y a pas de fenêtre, il y a juste un carreau en verre, là, le verre renforcé pour faire rentrer un peu de jour. C'est carrément un cube de ciment, quoi. On se retrouve, disons, seul, et si on veut faire devenir quelqu'un fou, on le met 6 mois dans un QHS et il devient fou, voilà. Moi, je suis resté 3 mois. J'avais de l'argent, je faisais venir les avocats pour sortir, pour discuter avec quelqu'un, pour voir quelqu'un. J'en étais arrivé à voir un maton et discuter avec le maton. Oh, venez là, on vient, on parle, parce que tu parles pas, tu deviens fou. Donc, les matons, ils savent ça. Il y en a qui sont gentils, il ne faut pas dire les matons, il y en a qui sont gentils. Moi, quand je fais appel, on est... Sur 30 que nous étions, on se retrouve une 20aine en appel. Il y en a 10 qui n'ont pas fait appel. À la louche, hein, je parle. Hein. Il y avait des gens que je ne connaissais même pas. C'est d'autres qui connaissaient d'autres. Bon. Donc, nous nous retrouvons devant un juge qui faisait que dormir pendant 10 jours de procès. Ce juge, c'est un mec gros, même ventripotent, obèse. Mes avocats, moi, ils se sont pas mis les gants. Ils ont été loin. Parce que moi, je leur avais dit, je suis mort, moi. La loi, c'est 20 ans. J'ai pris 15 ans. 15 ou 20, c'est pareil pour moi. De toute façon, je vais essayer de m'évader. Donc, mort pour mort, allez-y. C'est comme un coup de poker. Eux, ils peuvent se permettre d'être en colère dans une cour. Moi, je ne peux pas. Sinon, je fais mauvaise impression. Eux, l'impression, ils s'en foutent. Il n'y a qu'à voir Dupond-Moretti, ce qu'il fait. Et j'en avais un parmi ces avocats qui était Jean-Louis Pelletier. C'était un as du barreau. Et lui, il plaide, Pelletier. Il monte les marches, il va vers le président qui dort. Il lui crie, il lui dit « Monsieur le Président, je sais bien que vous vous en foutez, puisque vous êtes le dernier magistrat à avoir fait couper une tête. » C'est lui qui avait fait condamner Ranucci. Mais là, ce que vous êtes en train de faire, c'est comme si vous coupiez des têtes. Les 20 ans de prison, c'est la peine de mort. C'est pareil pour eux. Alors, si vous voulez couper des têtes sans juger, continuez comme ça. Si vous exagérez, je ne vois pas pourquoi les gens, ils n'exagéreraient pas. Si vous prenez des libertés avec la liberté des autres, les autres, ils prennent des libertés avec votre vie. Là, ils savent qu'il y a des menaces. Francis, le mec qui a fait tuer G. Michel, il est assis à côté de moi, sur le banc des accusés. Quand Francis il touche un adjoint au maire de Marseille, dans le tunnel, entre deux audiences, quand les gens vont se reposer, quand les gens vont manger, tout ça et tout, il nous fait rentrer du whisky, du champagne, des gâteaux, tous les grands pâtissiers, Castelmuro, tout ça. Il y en a trop. Alors, on n'était que 20, nous, parce qu'il y en avait 10 qui n'avaient pas fait appel. Et sur ces 20, il y en avait 7 ou 8 qu'on ne connaissait même pas, et qui avaient balancé. Donc, on ne leur parle pas, casse-toi, ne mange pas, rien, tu n'as qu'à mourir. Mais il y a les CRS. Il y a les flics. On invite les flics et les CRS à manger avec nous. Mais on ne les invite pas gratuitement. Moi, je dis au capitaine des CRS, va voir ce qu'ils disent sur nous. Lui, il était sous-mortel, il était décalqué, le mec. Bon, il part, il revient. Toi, il me dit,
dis-moi qui c'est Milou. Toi? Je dis, mais c'est moi. Ah, c'est toi Milou? Mais ce soir tu dors à la maison. Tu vas être acquitté. Qu'est-ce que je fais? Je me retourne vers mon oncle, je dis, oh, je crois que tous les deux ce soir on décarre, hein, on est acquittés. Hein. Moi je tombe à 10 et mon oncle est acquitté. Ce con là. Moi, je crois que je suis acquitté. Il me dit qu'il a entendu de ses propres oreilles. C'est pas lui, c'est un CRS, ce con-là, c'est un Gaulois. 10 ans, ça va. J'ai eu des exemples de ma famille qui ont pris 18 ans avec moins de preuves que moi. Oh. Ils n'avaient rien, les mecs. 18 ans et 2 de contrainte, 20 ans. 10 ans, ça va. Je suis content quand je prends 10 ans. Au bout de 5 ans de détention, je suis à la centrale de Muret. J'ai ma première permission. Et là, je sors donc pour 3 jours. Je vais voir dans ma famille à Marseille. Je rencontre ma fille qui vient de réussir le bac, ma fille aînée. Je suis heureux parce qu'il me reste plus que 2 ans à faire pratiquement, avec les grâces, tout ça, j'avais compté. Tout va bien, quoi. 2 piges, ça va. Donc je suis très heureux, tout ça et tout. Je remonte de permission et je m'assois sur ma couchette dans ma cellule. Et là, il me vient un matin et il me dit le directeur veut vous voir. J'ai dit d'accord. Je vais donc prendre les couloirs de la prison, les grilles qui s'ouvrent, tout ça. Je vais voir le directeur. Le directeur, peiné, il a les yeux baissés, la tête baissée, le surveillant chef à côté. Et ils me disent, voilà, votre fille est morte. J'ai dit, mais je rentre de permission et je viens de la voir, ma fille. Laquelle? C'est la petite, alors. La petite, elle avait 16 ans, Martine. J'ai dit, peut-être c'est tué en Vespa. Il me dit, non, c'est la grande. Elle s'appelait Françoise. C'est la grande qui est morte. J'ai dit, mais de quoi elle a pu mourir? Je viens de la voir. Comment? Il me dit, écoutez, j'ai trop de la peine. Je suis tombé sur un directeur de prison, mais c'est vraiment un type que je serrerai volontiers la main, quoi qu'il arrive. Et enfin, je ne pense pas que nos destins se croisent, mais si un jour ça se croise, j'ai du respect pour cet individu, mais alors, au-delà de ce qu'on peut... Le mec, il est merveilleux avec moi et tout. Il me tend le téléphone, et là, j'ai mon frère aîné. Il me dit, est-ce que je peux débrancher? J'ai dit, dis-moi exactement comment ça se passe. Elle est à l'hôpital Saint-Roch à Nice. Elle était dans un repas dans l'arrière-pays, avec d'autres étudiants, là, des couples d'étudiants. Ils étaient une vingtaine. C'était le soir du jour de l'an. Ils se souhaitent tous la bonne année. Elle a mal à la tête. Elle dit, pour ne pas vous gâcher la fête, je vais me reposer dans la voiture. Et elle meurt. Rupture d'anévrisme. On la prend, on l'amène à l'hôpital de Cannes. Là, ils la prennent pour une droguée. Ils disent, c'est une overdose. C'est tout bidon. Après, ils la prennent, ils l'amènent à Nice. Et là, elle meurt. Et là, mon frère, il me dit, je regarde les écrans, et c'est plat, c'est plat, c'est plat. Il me dit, qu'est-ce que je fais? Je lui dis, débranche. Dis qu'il débranche. Il y a ma femme qui est comme un chiffon, pleine de cachets, les piqûres. Et mon frère s'est occupé de tout. Donc, je vais voir le directeur. Je lui dis, merci de m'avoir prévenu, voilà, je ne sais plus où j'en suis. Et donc, le directeur, il me dit, écoutez, c'est tout simple. Je vous donne une permission de suite, partez. Je pars, j'enterre ma fille, et je dis, je ne rentre plus. Quoi ça sert? Je vais sonner à la porte de la prison, et je viens de perdre ma fille, je suis cuit là, je suis mort. Je téléphone par correction au directeur, à la prison, je lui dis, écoutez, je ne rentre plus. Voilà. Il me dit, écoutez, on va faire une chose. Je vous donne 1 mois de permission. Je m'arrangerai avec le juge d'application des peines. Ne vous inquiétez pas. Je vais même faire des choses que je n'ai jamais faites. Il a triché.
c'était un mec exceptionnel, je te dis. Quand je dis exceptionnel, crois-moi, j'en ai vu des mecs, mais comme lui. Là, il me dit, donnez-moi votre parole qu'au bout d'un mois, vous rentrez. Et là, je donne ma parole, j'ai dit, dans ces conditions, je vous donne ma parole que dans un mois, je serai revenu, jour pour jour. Et je suis rentré, j'ai continué ma peine jusqu'à les 1 an et demi qu'il me restait à faire, ou 2 ans, quoi. En septembre 1987, je suis sorti. Je vais dire une chose qui peut-être va être difficile à comprendre, mais je suis habitué à la souffrance, moi. Je suis habitué au malheur. Je viens d'un pays où les malheurs, la Corse, les malheurs, c'est courant. On n'a pas le truc comme à la métropole, les Français. On a toujours des malheurs. Moi, j'ai perdu mon père et ma mère. Je suis orphelin de père et de mère. Donc, les malheurs. J'ai perdu 2 de mes oncles qui m'ont élevé. Donc, des malheurs. Là, c'est la chair de ma chair. C'est très dur. Mais je me dis que la vie n'est pas finie. Je me dis que je dois m'occuper de ma femme qui a été atteinte plus que moi. C'est une mère. C'est plus qu'un père, une mère. D'ailleurs, encore aujourd'hui, c'est dur. Elle est pleine de cachets. Il faut que je m'occupe de cette femme. Si je l'abandonne, elle meurt. D'ailleurs, elle me le dit souvent. En plus, il faut que la vie continue. Donc, je recontinue à faire le voyou, là. À cette époque-là, je ne voyais pas d'autre solution que de faire le voyou. Parce que c'est ancré en moi. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Vous voulez que j'aille à l'usine, que je me fasse embaucher comme à la ville de Marseille, que je fasse le cantonnier, et que je dise à tout le monde, ah, je balaye, mais j'ai perdu ma fille, c'est bien. Non, plutôt se suicider, plutôt que de demander du travail, Je ne sais pas faire ça, moi. J'ai jamais fait ça. Je ne sais pas. Si on me dit, il faut travailler, je vais dire, mais quoi? Où? Obéir? Obéir à un patron? Mais il va me dire, tu es en retard, tu es en avance, tu es quoi? Je vais lui dire, mais mon collègue, mais, tu sais pas que je t'arrache la tête, moi? Et puis je la mets dans un sac et je la fracasse contre le mur. C'est-à-dire, je suis tordu, je le sais comment je suis. Il y en a qui passent devant une bijouterie ou une banque et qui disent, je passe devant une bijouterie ou une banque, ils n'ont aucune idée, aucun truc. Moi, je regarde s'il n'y a pas un trou, s'il n'y a pas un truc, où elle est l'alarme, si elle est la caméra, s'il n'y a pas quelque chose à faire, si c'est bien placé pour la cavale. J'ai grandi comme ça, je suis comme ça. Au bout de 3 mois, quand je sors de prison, ma nature le reprend le dessus. Quand je décide de continuer à faire le voyou, c'est une vengeance sur la vie. La vie m'a pris mon enfant. Je suis en compétition avec la vie. J'ai toujours eu ce côté fuite en avant, ce côté morbide, ce côté suicidaire, on va dire. D'autant plus que quand je perds ma fille, alors il peut tout m'arriver, il ne peut pas m'arriver pire. À part la mort, et la mort, je m'en fous. Pour moi, la mort, c'est une délivrance. Je l'ai côtoyée de nombreuses fois dans ma vie. Je peux la côtoyer encore de nombreuses fois. Faire le voyou, faire le truand, j'ai aucune morale, j'ai aucun regret, j'ai aucun scrupule. Qui m'empêche? Moi, j'ai ma mentalité, j'ai mes règles. Il y a des choses que je fais, il y a des choses que je ne ferai jamais. Je tuerai jamais un petit, je ferai jamais de viol, ni rien. Mais par contre, faire mon métier de truand, quand je sors en 87, oui, à fond. Depuis 16 ans, je ne fais plus rien, je suis à la retraite. Mais en 87, oui, à fond. Je sais, je constate que l'héroïne, la French Connection, c'est mort, c'est fini, terminé, on ne parle plus. D'héroïne, on ne parle plus d'américain, on ne parle plus de labo. S'il n'y a plus d'héroïne, je continuerai à faire autre chose. Que ce soit
la cocaïne, que ce soit la fausse monnaie, que ce soit les vols à grande échelle, que ce soit même des escroqueries. J'ai besoin juste d'affaires qui me plaisent et qui me font, travailler le cerveau. Le reste, c'est de la littérature. Maintenant, je ne dis pas que je ne suis pas intégré à la société depuis un certain nombre d'années, là. Parce que l'âge, ça y fait 3 mois. Hein. 3 mois, je suis calme, là. Mais même plus que calme. Mais de 0 à 62, 63, j'ai plus d'un demi-siècle de truanderie. Je suis né truand et je pense que dans ma mentalité, à l'intérieur de moi, je mourrai truand.